j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous filme cette vidéo. On est le 1er janvier, donc c'est ma toute première vidéo de l'année, donc même si c'est pas forcément la première vidéo de l'année que vous allez regarder, c'est en tout cas la première que moi j'aurai tournée et c'est donc aujourd'hui que j'en profite pour vous souhaiter de passer une très belle année, voilà, une nouvelle année de plus en ma compagnie. J'espère que vous êtes toujours fidèles au poste, je vous remercie d'ailleurs pour tous les commentaires que vous laissez de manière très régulière pour certaines d'entre vous en dessous de mes vidéos. Je souhaite très fort que ça puisse continuer comme ça pour encore une année supplémentaire parce que en ce qui me concerne, je ne suis pas encore lassée et j'apprécie toujours autant être derrière la caméra et pouvoir parler avec vous de mes lectures. Et justement aujourd'hui, on va parler de mes lectures du mois de décembre, un mois qui a été très prolifique. Et puis j'ai lu comme ça à peu près 10 romans. Alors je dis à peu près parce que je vais vous présenter notamment un tome de Outlander, le tome 2, je ne l'ai pas lu que au mois de décembre. J'ai passé 3 mois à le lire à raison de quelques pages par-ci, par-là, mais je le comptabilise pour le mois de décembre puisque j'ai fait en sorte de le terminer à la fin de l'année, voilà. Mais globalement, ça a été quand même un mois riche en lecture. Et comme d'habitude, je vais commencer par le livre qui m'a le moins convaincue pour terminer ensuite par le coup de cœur, puisque oui, il y a eu un coup de cœur au mois de décembre. J'ai lu un Karine Guibel, j'ai lu Satan était un ange, donc c'est un livre qui m'a été prêté il y a fort longtemps par mon grand-père, que je lui ai offert au préalable. Karine Guibel, si vous ne la connaissez pas, et pourtant elle est très connue, c'est une auteure de thriller, une auteure française, qui est connue et reconnue pour écrire des récits assez glaçants, remplis de suspense, qui vont à toute allure et qui se terminent la plupart du temps très mal, voilà. Donc j'ai lu certains de ses plus récents et puis je suis revenue en arrière pour repartir du côté de ses premières publications. Et franchement, il y a une évolution incroyable dans la plume de cet auteur, c'est-à-dire que je suis peu convaincue par ses premiers écrits, alors qu'en revanche j'aime beaucoup ses publications les plus récentes. Satan était un ange, c'est pas son premier roman, mais c'est son 4e peut-être. Et dans cette histoire, on va suivre François, qui est un riche avocat, qui va découvrir du jour au lendemain qu'il a un cancer et qu'il est en phase terminale. Ça va lui faire un choc, mais comme vous pouvez l'imaginer. Et il va décider de tourner le dos à sa vie, de prendre sa voiture et de rouler sans aucun but précis en tête. Et il va prendre à son bord un autostoppeur. Et cette rencontre va changer le reste de sa vie. Je vous en dirai pas plus parce que c'est un récit qui est finalement assez court, qui se lit vite, mais qui ne m'a pas convaincue puisque je lui ai mis la note de 1 sur 5, ça a vraiment été ma pire lecture du mois de décembre. Pour moi, le seul point positif, c'est l'originalité de l'histoire. À chaque fois, Karine Guibel nous sort des histoires qui ne se ressemblent pas du tout entre elles, elle réussit tout le temps à innover, à trouver des sujets différents, et voilà, pour moi ça a vraiment été le seul point positif. Après, je n'ai que des points négatifs à émettre. J'ai trouvé qu'il y avait un aspect assez répétitif à l'histoire. Il y a peu de rebondissements, il n'y a pas beaucoup de suspense en comparaison de certains autres de ses livres. Il y a des invraisemblances, il y a des clichés liés aux méchants. Je ne vais pas trop m'appesantir sur les méchants parce que je voudrais pas trop dévoiler certains aspects de l'histoire. Mais franchement de gros clichés. Et pour finir, la fin m'a passablement déçue, je l'ai trouvée un petit peu trop prévisible sur les bords. Et c'est assez rare pour en parler ici parce que la plupart du temps, je ne m'attends absolument pas à la fin des romans de Karine Guibel qui me laissent la plupart du temps comme 2 ronds de flanc. Là, pour une fois, pour la première fois d'ailleurs, je pense que ça n'a pas été le cas. Et voilà, rien ne m'a convaincue dans cette histoire. Au mois de décembre, je vais vous parler d'une lecture assez récente puisque c'est ma toute dernière lecture de 2021 et je la mets là dans ce classement parce que j'en suis ressortie assez mitigée. Pour moi, c'est un 2,5 sur 5, donc j'ai lu un Sarah McCoy, j'ai lu Le souffle des feuilles et les promesses. C'est mon 3e roman de l'auteur. Ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que l'auteur a choisi de retracer la vie de personnages qui ont déjà existé, à savoir une jeune romancière qui a vécu dans les années 1800 qui s'appelle Ali Hermini, dont je n'ai jamais entendu parler
Et ce n'est qu'à la fin du livre, en lisant les mots de l'auteur, que j'ai découvert que cette jeune fille a réellement existé. Donc l'auteur a choisi de dresser son portrait sur plusieurs dizaines d'années. Moi, c'est un procédé que j'apprécie beaucoup retrouver dans mes lectures parce que ça permet, la plupart du temps, de favoriser mon attachement vis-à-vis d'un personnage. Bon là ça n'a pas été le cas, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, mais sinon sur le papier c'est quelque chose que j'aime beaucoup, voilà. L'auteur a aussi choisi d'aborder plein de thèmes différents, notamment l'ambition et puis la volonté d'accomplir un projet professionnel qui nous est cher. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi. On est dans l'univers du monde éditorial et là encore c'est un univers qui m'a parlé, qui m'a beaucoup plu. Et en plus de ça, l'auteur nous livre plein de détails. Bref, c'était vraiment assez saisissant hein, de ce point de vue-là, on s'y serait cru. Maintenant, j'ai trouvé aussi que le roman souffre de certaines faiblesses, de certaines maladresses, notamment en ce qui concerne la romance, qui ne m'a absolument pas convaincue. Tout du long, on a une espèce de chassé-croisé amoureux avec un homme un peu plus âgé que Ali. Et continuellement, c'était « je t'aime moi non plus » et ça a apporté vraiment un aspect répétitif très redondant à l'histoire qui m'a lassée. Je passe au livre auquel au mois de décembre j'ai mis la note de 3 sur 5, donc ça commence à être vraiment beaucoup mieux, à commencer par Sur ma liste, donc c'est écrit par Rosie Blake. Moi je m'attendais à lire une romance de Noël. C'est pas un genre littéraire que j'aime énormément, mais c'est vrai que étant quand même une amoureuse de Noël, je ne peux pas ne pas lire ce type de livre au moins une fois par an. Donc voilà, je me suis dit, allez, j'en ai quelques-uns dans ma palle. Cette année, je vais lire celui-ci, voilà. Et j'en ai été un peu pour mes frais parce que c'est pas réellement une romance de Noël, c'est plutôt une romance hivernale. On nous parle de Noël, mais vraiment en passant, et c'est tout. On n'est pas dans l'ambiance des fêtes ou quoi que ce soit. Il n'empêche que j'ai été agréablement surprise par cette histoire de par son aspect très chaleureux, très douillet, très cosy. On nous parle alors je ne sais pas du tout le prononcer, le hig, vous voyez, le yurg, je ne sais pas le prononcer, voilà. Mais vous voyez de quoi je parle, c'est un état d'esprit qui vient du Danemark et qui a le vent en poupe hein, depuis quelques années. Et justement dans cette histoire, on va faire la connaissance d'une Danoise qui s'appelle Clara et qui bourlingue un petit peu, voilà. Et là, eh bien, elle a quitté son pays et puis elle va s'installer dans un petit village. Où est-ce que ça se passe en Angleterre, je crois? Et elle va s'installer dans un petit village qui a un peu perdu de son âme parce qu'il n'y a plus trop de commerce, les gens ont tendance à partir en ville un petit peu plus loin. Et elle va reprendre, en l'absence de sa propriétaire, la direction d'un magasin de jouets, plus ou moins laissé à l'abandon, très en bazar, etc. Et elle va lui insuffler ce qui lui manque, à savoir une âme. Et ça va bouleverser le petit train-train quotidien de cette toute petite ville. Voilà pour ce qui est de cette histoire. Évidemment, oui, il y a une histoire d'amour. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. La romance m'a totalement convaincue. J'ai aimé cet univers magasin de jouets. Ça apporte vraiment de la féerie. Ça a su parler à mon âme d'enfant. Maintenant, c'est pas un roman que j'ai spécialement envie de garder dans ma bibliothèque. C'est pas spécialement un roman qui me restera en mémoire avec les années parce que l'histoire elle est quand même très simple et très prévisible. Je vais pas m'appesantir sur les deux romans suivants qui m'ont chacun valu un 3 sur 5 parce que vous pouvez retrouver mon avis détaillé dans mon vlog du mois de décembre. Donc j'ai lu Confesse, ou plutôt j'ai relu Confesse parce que j'avais déjà lu ce livre de Colleen Hoover il y a quelques années de ça. Ça a été un 3 sur 5. Et j'ai également lu le Valérie Perrin Les Oubliés du Dimanche, qui est mon deuxième livre de cet auteur, mais le tout premier qu'elle a écrit et qui m'a valu la même note. Je passe maintenant aux livres qui m'ont valu au mois de décembre un 4 sur 5, à commencer par le tome 10 de Shirley Davidson. C'est de l'urban fantasy, je ne présente plus ce roman ni cette série, vous le savez que je l'affectionne mais vraiment de tout mon cœur, c'est l'une de mes séries toujours confondues préférées. Et j'ai d'ailleurs eu un coup de cœur pour les tomes 8 et 9 et puis pour d'autres tomes encore avant, pas tous mais certains d'entre eux m'ont valu des coups de cœur comme ça et j'avais de grandes attentes concernant ce tome 10. D'ailleurs je les espace de plus en plus ces tomes parce que la série est terminée, il y a 13 tomes en tout et je commence à en voir la fin et ça m'attriste au plus haut point. Donc ce tome 10 je l'attendais avec beaucoup d'impatience mais voilà.
le coup de cœur n'a pas été au rendez-vous, mais 4 sur 5 c'est quand même une excellente note. Je peux pas mettre moins, c'est-à-dire que tout me plaît en fait, hein. L'univers, le personnage principal, les personnages secondaires qui sont mais juste exceptionnels, l'humour qui est omniprésent, il y a plein de jeux de mots, plein de choses qui nous donnent envie de rire. Donc vraiment c'est à chaque fois un très bon moment, un moment réconfortant je dirais même. Mais voilà, il y a des petites choses qui m'ont un peu plus déplu dans ce tome 10, à savoir que déjà la barre était très haute après les 2 derniers tomes qui sortaient de l'ordinaire et qui donnaient un vent de fraîcheur en dépoussiérant un petit peu cette série. Là j'ai trouvé qu'on retombait avec ce tome 10 dans quelque chose d'un peu plus classique à l'image des premiers tomes de la saga où on se centre davantage sur le job de détective privé de Charlie et un petit peu moins sur l'aspect fantastique de l'histoire, même si on a quelques petites révélations, Dieu merci, qui nous font un peu progresser dans cet aspect-là de l'intrigue. Bon, encore une fois ça a été une lecture ô combien réjouissante mais pas non plus inoubliable dans cette série-là. J'en parlais tout à l'heure, le voici, le voilà, donc j'ai lu au cours de ce dernier trimestre 2021 le tome 2 de Outlander à l'image du premier tome. Il s'agissait d'une relecture et j'ai pu en lire, comme pour le premier tome, une dizaine de pages, voire une quinzaine de pages sur la fin par jour. C'est pour ça qu'il m'a fait 3 mois, voilà. J'ai passé un très bon moment de relecture pour le coup. Et ça a été un beau 4 sur 5 parce que c'est un récit qui est passionnant, qui fourmille de détails, de personnages, notamment des personnages historiques voilà, qui ont déjà existé pour de vrai. Et c'est bien écrit, c'est tellement bien fichu. Le gros point fort je trouve de ce tome 2 c'est qu'on a des moments qui sont passionnants et qui sont au présent. Donc au présent j'entends en 1968. Et puis qui nous permettent voilà, de couper un petit peu avec notre récit au passé, donc au XVIIIe siècle. C'était absolument génial et j'attends avec impatience de pouvoir découvrir le tome 3 puisque moi je ne suis pas allée plus loin dans cette série pour le moment. Je suis aussi à jour de la série télé puisque je les regarderai un peu en parallèle les épisodes. Et voilà, alors point négatif, oui il y a un petit point négatif à ce tome 2 mais c'est vraiment propre à moi, c'est à dire que j'ai jamais été une passionnée des récits de guerre et c'est vrai que là on est en plein cœur de la révolte jacobite et de la bataille de Culloden et je trouve qu'à chaque fois c'est un petit peu lourd, les descriptions sont assez indigestes, moi c'est pas des choses qui me passionnent à la lecture, ça a évidemment son importance. Surtout dans ce type de récit mais voilà je le lis en me disant bon vivement qu'on passe à autre chose donc voilà c'est le seul petit point négatif à mon sens à ce tome 2. Ensuite j'ai 2 autres livres qui ne m'ont pas valu de coup de cœur mais à chaque fois je leur ai mis un 5 sur 5 c'est à dire que c'est vraiment passé à un cheveu. Le premier de ces 2 livres, c'est le tome 2 des détectives du Yorkshire. C'est écrit par Julia Chapman et c'est sorti aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome lorsque je l'ai lu au mois de... c'était en mai dernier je crois, j'étais en Normandie. Et waouh, moi j'étais pas une grande adepte jusqu'à présent du Cozy Mystery, j'en étais qu'aux prémices, je découvrais un petit peu le genre. J'avais lu bien entendu Agatha Raisin, mais voilà, ça n'allait pas plus loin. Et alors là, les amis, les détectives du Yorkshire, c'est quand même quelque chose. Je pense que le souffle de la découverte est passé, c'est pour ça que j'ai pas eu de coup de cœur vis-à-vis de ce tome 2. Mais qu'est-ce que c'était chouette. En fait, les intrigues sont absolument géniales parce qu'elles fleurent bon la campagne. Vous voyez, là dans ce tome 2, on est à la recherche d'un bélier qui a disparu et qui s'est fait probablement kidnapper dans son champ. Et en parallèle, on a un vent de panique qui souffle sur la maison de retraite locale avec une personne qui effraie les personnes âgées. Et on va donc faire appel pour ces 2 choses à Samson qui est détective privé et qui mène ses petites enquêtes avec comment l'appeler, son ami d'enfance, sa colocataire puisqu'ils sont tous les 2 dans les mêmes locaux même s'ils ont 2 jobs différents puisque Delilah, elle a une agence matrimoniale, elle organise des speed dating, etc. Bref, j'aime tout dans ce livre.
J'aime le contexte, j'aime l'univers, l'environnement, les petites enquêtes, les personnages secondaires qui sont hyper nombreux et tout le monde s'en mêle, tout le monde donne son avis. Bref, c'est super bien. Et surtout dans ce tome 2, ce qui était génial, c'est que vous avez les personnes âgées qui participent vraiment à l'enquête, qui ont leur mot à dire, qui essaient d'espionner, de rechercher des choses. Mais c'était fou. Je sais pas trop pourquoi j'ai pas eu de coup de cœur. Mais vraiment ça s'est joué à pas grand chose mais quel régal ce tome 2. En plus de ça, ça se passe vraiment en plein hiver, à l'approche de Noël. Donc je l'ai lu là au mois de décembre et dans la parfaite saison. Je sais pas encore quand est-ce que je lirai le tome 3, peut-être pas là ces 3 prochains mois, mais ça va pas tarder en tout cas parce que je ne veux pas en rester là. Autre livre qui est passé à très peu de choses du coup de cœur, c'est Queen of Hearts. Merci les éditions Snack de m'avoir envoyé ce livre parce que j'avais entendu parler de ce récit écrit par Colin Hawkes lorsqu'il est sorti en anglais et je ne savais pas du tout que la sortie française était pour là cette fin d'année dernière et je savais encore moins qu'il allait être traduit par les éditions Snack, donc merci beaucoup de m'avoir offert la possibilité de lire ce livre parce que franchement je l'ai adoré. C'est le premier tome d'une trilogie qui se passe dans l'univers de Lewis Carroll puisqu'on retrouve la Reine de Cœur, on retrouve les personnages du conte Alice au Pays des Merveilles avec le Chapelier Fou, mais voilà, Alice n'est pas là, le Chapelier est le frère de la Reine qui à l'époque est encore une princesse et le lapin n'est pas vraiment un lapin. Bref, il y a plein de choses qui ont été détournées, revisitées par l'auteur et j'ai trouvé que c'était vraiment brillant, que c'était inattendu. Dieu sait que j'ai eu l'occasion de lire ces dernières années des adaptations de cette histoire et la plupart du temps j'ai été déçue par ce que je lisais et là franchement aucune déception, c'est vivant, c'est dynamique, il y a plein de rebondissements, il n'y a aucun temps mort. C'est assez sombre, parfois même un peu glauque. La princesse est inoubliable comme personnage. Il y a d'autres personnages qui sont comme ça très très forts, très charismatiques. On a des créatures assez effrayantes, une prison qui fiche les jetons. Et c'était brillant, c'était mais brillant. Pour moi, le coup de cœur, l'absence de coup de cœur s'explique par le fait que ça allait trop vite. On a un roman qui est court, qui est écrit gros, qui fait moins de 300 pages et je suis restée sur ma faim. J'en voulais plus. J'ai trouvé que ça manquait parfois d'approfondissement. J'aurais voulu rester plus longtemps sur certaines scènes. Voilà, ça c'est mon petit reproche, mais tout le reste c'était extraordinaire. Et pour finir, mon coup de cœur du mois, puisque j'ai eu un coup de cœur en décembre, c'est pour le Pavillon des Orphelines. C'est écrit par Joanna Goodman. Et là aussi, j'ai adoré cette histoire, qui est très différente. C'est un récit historique, on est au Québec dans les années 50. Et j'ai découvert des choses dont j'ignorais tout, à savoir qu'avec la loi de Duplessis, eh bien, les orphelinats ont été transformés en hôpitaux psychiatriques et les orphelins et orphelines ont été déclarés malades mentaux. Donc dans ce contexte-là, on a une jeune femme qui s'appelle Maggie qui va tomber amoureuse de son voisin qui est fermier et elle va tomber aussi enceinte. Sauf qu'il y a impossibilité de garder le bébé et sa famille va placer le bébé dans cet orphelinat. Et pendant des années, eh bien, on va assister au combat d'une mère pour essayer de retrouver son enfant. J'ai énormément apprécié ce roman qui est une mine d'informations sur ce qui a pu se passer. Et en plus de ça, qui a été inspiré de faits réels puisque l'auteur s'est inspiré de ce qu'a pu vivre sa mère pour écrire cette histoire. Et c'est d'autant plus passionnant quand on sait qu'il y a une dimension comme ça véridique. D'ailleurs, il y a une suite qui a été écrite par l'auteur qui est donc canadienne, mais qui n'a pas encore été éditée par une maison d'édition française. J'espère que ce sera le cas parce que j'aimerais beaucoup lire la suite où on retrouve la fille de Maggie qui s'appelle Elodie, quelques années après que ce soit terminé ce tome 2. Et je suis vraiment très intéressée par le destin d'Elodie. En tout cas, j'ai été pleinement et totalement convaincue par ce récit-là que j'ai trouvé vraiment passionnant. Il y a plein de thèmes qui sont évoqués, à savoir la religion, à savoir le racisme. Et puis le fait que c'est pas du racisme comme on peut l'imaginer au premier abord, blanc-noir. Là, c'est une toute autre forme de racisme. Et bref, ça m'a tellement intéressée et puis
C'est avant tout une merveilleuse histoire d'amour, une histoire d'amour mère-fille et oui, c'est vraiment un récit qui m'a fait ressentir plein d'émotions, qui m'a bouleversée et je lui trouve aucun point négatif. Voilà. Je suis désormais à jour sur toutes mes lectures de 2021. J'espère que vous aurez pris plaisir à visionner cette vidéo. J'espère vous avoir donné plein d'idées lectures parce que franchement, j'ai réalisé de très bonnes lectures en 2021 et en particulier au mois de décembre. Là, je suis plongée dans un roman qui me plaît beaucoup, que j'ai hâte de vous reparler pour mon prochain bilan mensuel. J'espère qu'il figurera en bonne place dans ce petit classement que j'effectue tous les mois. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour faire vivre cette chaîne, pour me faire un petit coucou ou pour me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui et pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!